Hello! Bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour mon point lecture du mois de janvier 2021. Janvier, ça a été un mois relativement stressant avec, comme on dirait que ça fait plusieurs mois que j'en parle, mais c'est difficile vivre tous ces changements. Ça a commencé que je suis restée plus longtemps à la maison que prévu. Finalement, je suis retournée au travail. Ça se passe bien, c'est juste un peu d'adaptation, mais aussi j'avais certaines affaires dans ma vie qui étaient à régler, des petits problèmes ou des choses comme ça. Fait que bref, ça a été un mois assez stressant, mais dans lequel j'ai retrouvé un certain réconfort à être chez moi, à être bien chez moi. Comme moi, l'hiver, j'adore ça. Puis là, c'est ça, je fais un petit peu moins de sport d'hiver cette année, mais je prends plaisir à comme allumer des bougies, m'étendre dans mon divan, genre écouter des séries ou lire des livres l'après-midi, la fin de semaine. On dirait que je suis rendue après presque un an à vivre en mode confinement, pandémie. On dirait que je suis comme, je m'imagine plus passer des fins de semaine où je suis super occupée, tu sais, genre je suis tellement jamais occupée maintenant que on dirait que là quand quelqu'un me dit hey on pourrait se faire un zoom ou on pourrait faire telle affaire, là, je suis comme oh non, mais là mes 6 heures de détente du samedi, qu'est-ce que je vais faire? Au mois de janvier, j'ai lu 9 livres et 1470 pages. Tous les livres que j'ai lus, c'était soit dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Je participe au défi Serpent et Échelle. C'est un défi qui est disponible sur Facebook dans un groupe, là, puis en tout cas, c'est quand même le fun. Mais ça me sort un peu de ma zone de confort, puis dans mes... Tu sais, je voulais lire ça maintenant, finalement, je l'ai lu comme plus tard ou plus vite. Je vais vous dire là parce que j'ai lu mon livre pour le Woman Up Challenge et aussi mon livre pour le défi 12 BD de la Bibliomaniaque. Donc c'est la première fois que j'en parle sur YouTube, mais je participe aussi à un défi de lire une bande dessinée à chaque mois, qui est un défi qui se passe plus sur Instagram. Je vais y aller par catégorie parce que je trouve que c'est facile de s'y retrouver. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est un album jeunesse, c'est le seul que j'ai lu ce mois-ci et c'est celui de Kyle MacLeod, je sais pas comment on dit, désolée. Et les illustrations sont de Isabelle Arsenault et c'est Virginia Woolf, publié chez La Pastèque. Dans le fond, on va suivre deux sœurs, Virginia et Vanessa. Vanessa s'inquiète un peu parce que sa sœur, depuis quelque temps, elle est fâchée, elle broie du noir un peu, puis elle dit qu'elle ressemble à un loup. Puis là, c'est ça, dans les illustrations, on va la voir parce que sa sœur, Virginia, elle a comme une boucle sur la tête. Fait que quand elle est dans l'ombre, on dirait vraiment qu'elle a comme des oreilles de loup. Je vais vous montrer. Comme ça ici, là. Bon. C'est sûr qu'ils ont rajouté un nez, là, mais c'est dans l'imagination de Vanessa. Puis Vanessa va essayer de changer les idées de sa sœur pour que ça aille un peu mieux. Puis c'est ça, vous verrez la fin. C'est vraiment une histoire que j'ai appréciée. C'est une histoire, je pense, que j'aimerais relire quelques fois parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que à la première lecture, je me suis pas rendu compte. Mais une chose que j'ai vraiment appréciée, c'est les illustrations de Isabelle Arsenault. C'est celle qui avait fait aussi Jane le renard et moi et Louis parmi les spectres, là, qui sont deux bandes dessinées de Fanny Britt que j'ai beaucoup aimées. Comme je l'ai mentionné, c'est un album que je crois qui mérite d'être relu, puis je l'ai pas encore fait que pour moi c'est comme un 3.5, mais je crois que c'est un album qui peut devenir de plus en plus bon à la force de le lire. Je sais pas si vous me suivez, mais en tout cas, c'est quand même un album que j'ai apprécié découvrir. On va passer maintenant à la catégorie bande dessinée. Ce mois-ci, j'en ai lu 4, donc c'est quand même un bon chiffre. La première que j'ai lue, c'est La Vin d'Audrey Bollé, publiée chez... Ça va être écrit. Ça. Dans le fond, c'est un peu une autofiction, à ce que j'ai compris. C'est des fragments... Ça parle de l'anxiété de performance, le fait de déménager à Montréal, elle vient de Québec, de passer à travers sa vingtaine, la remise en question aussi de son orientation sexuelle, de l'université aussi, qu'est-ce que ça nous demande comme exigence, à quel point aussi faire un travail qu'on aime, puis un travail dans lequel on se sent accompli, puis un travail pour lequel on a étudié aussi, c'est comme ça nous met un peu de la pression sur les épaules. J'ai vraiment trouvé les thématiques abordées intéressantes.
parce que ça m'interpelle, c'est des choses on partage ou que j'ai déjà partagées dans ma vie. Moi, c'est pas la première fois que j'en parle, là. Je fais de l'anxiété de performance, vraiment. Je fais de l'anxiété aussi, je me remets beaucoup en question, surtout cette année, par rapport à mon avenir, puis... tu sais, je suis dans la vingtaine, fait que je pense que ça connecte pour bien des choses, mais c'est juste que j'ai comme pas trouvé ça original. Je sais pas comment dire. Les dessins étaient bien. Là, je l'ai pas parce que j'ai dû la retourner à la bibliothèque, mais les dessins étaient bien, mais pas marquants. Puis les thématiques, comme je les ai vues ailleurs, puis je les ai vues parfois mieux exploitées. Tu sais, là, mis ensemble, OK, comme le fait de parler de la vingtaine puis d'inclure toutes ces thématiques-là, ça, c'est le fun. Tu sais, j'en ai pas vu des tonnes, là, des livres comme ça. Mais... tu sais, l'anxiété, je l'ai vu, l'université, le sentiment de performance, je l'ai vu, le questionnement par rapport à l'avenir, je l'ai vu. C'est comme plein de choses que au final, j'ai pas... tu sais, je suis pas ressortie avec une nouvelle perspective ou avec une impression que... tu sais, que ça m'a fait réfléchir, ça m'a amené plus loin, où je me suis comme réconfortée en lisant ça. Tu sais, des fois aussi, des fois c'est pas ça le but, c'est comme juste de partager un vécu puis de me faire comme, ah ouais, je suis pas toute seule à avoir vécu ça. Mais là, je l'ai comme pas eu non plus. Fait que j'étais un peu comme... quand j'ai fini la BD, j'étais un peu... mais à quoi ça servait? Comme là, j'ai lu un peu le témoignage de quelqu'un. J'ai compris ce qu'elle avait vécu. J'ai été empathique, mais... qu'est-ce que je suis censée retirer de cette lecture? Je ne sais pas encore. Fait que pour moi, c'est comme un 2.5. Genre, c'est bien, mais c'est sûr je vais l'oublier. Comme c'est plate. Mais je suis quand même curieuse de voir. Je sais que c'était comme une première parution pour Audrey Beaulé. Je suis curieuse de voir qu'est-ce qu'elle va faire par la suite. Peut-être que c'est des choses qu'elle accumule depuis quelques années, puis qu'elle a décidé de sortir, puis qu'elle a comme un plus gros projet qui s'en vient. Je sais vraiment pas, là, je spécule, mais je serais vraiment curieuse de voir qu'est-ce qu'elle va faire par la suite. Prochaine bande dessinée dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Pour réussir un poulet de Paul Bordelot, d'après la pièce de théâtre de Fabien Cloutier. Et c'est publié toujours chez La Pastèque. Ça, je l'ai lu dans le cadre du 12 mois de BD. Il fallait lire une bande dessinée qui avait été adaptée d'une autre œuvre, donc d'un livre, d'une pièce de théâtre. Puis moi, j'avais reçu celui-là, j'avais reçu cette BD-là à ma fête de mon copain. Puis, j'avais vraiment hâte de découvrir ça parce que c'est une pièce de théâtre qui m'intrigue beaucoup. Je l'ai jamais vue, j'en ai jamais entendu parler. Puis, Fabien Cloutier, je l'ai déjà dit, moi j'aime beaucoup son humour. Je trouve que ça me fait réfléchir, ça m'amène ailleurs. Fait que j'avais hâte de voir qu'est-ce que ça pouvait donner en bande dessinée. Pour réussir un poulet, c'est l'histoire de Carl et Steven qui sont des espèces de bougons. Si vous avez la référence, si vous êtes québécois ou québécoise, les bougons, c'est comme... puis, ben, vous savez ce que je veux dire. Pour les autres, vous pouvez vous imaginer des espèces d'habitants un peu avares, un peu manque de classe, de savoir-vivre. Puis ils sont un peu... mais ils sont très drôles, mais ça... ils disent des affaires vraiment déplacées, puis c'est pas des personnes que tu voudrais avoir dans ta vie, mettons. Puis eux autres, ils font des petites jobines, OK? Ils ont des emplois un peu sur le marché noir, ils vont aller comme vendre du fer, ils vont aller frapper quelqu'un à la demande de leur patron. Tu sais, c'est comme des petits criminels, mais ils sont pas vraiment dangereux. Mais là, plus ça avance, plus ils s'enfoncent dans une espèce de spirale de violence puis de pauvreté. Ils ont aussi des femmes là, qui les entourent. Je crois que en fait, c'est comme des beaux-frères, si je me rappelle bien. Donc, tu sais, il y en a un des deux qui sort avec la sœur de l'autre, là. Puis, cette fille-là, elle trompe le gars avec le patron des gars. Fait que, bref, ça fait comme une espèce de triangle, quadrilatère, je sais pas trop, mais bref, qui abuse de qui, là, c'est ça qu'on se demande à un moment donné. Mais c'est ça, ça va les mener dans une spirale où tout va aller de plus en plus mal, puis ça va les mener à prendre des décisions quand même assez intenses. Puis quand j'ai terminé la BD, j'ai vraiment... j'avais juste WTF, là. J'étais genre, what the fuck? Est-ce que je viens de lire ça vraiment? Est-ce que c'est vraiment ça qui se passe?
J'ai-tu bien compris? Je vais lire la pièce de théâtre, là, c'est sûr, parce que je veux voir, j'aimerais pouvoir comparer l'adaptation, mais, wow! Je sais pas, tu sais, je peux pas vraiment en dire plus, mais c'est une BD que je conseille de lire. Mais c'est ça, c'est quelque chose de lourd, puis c'est pas des personnages qui sont très aimables, ok? Ils ont des propos racistes ou homophobes par moment, si je me semble. Là. En tout cas, c'est sûr qu'ils ont des propos sexistes, ça, c'est certain, mais comme, tu sais, c'est ça, tu le lis, puis tu sais que l'auteur, il les trouve pas cool, là, tu sais, c'est pas l'opinion de l'auteur, ces personnages-là, là. C'est comme une critique envers ces gens-là, que ce soit les personnages principaux. Mais en tout cas, c'est ça. Si vous avez pas. Si ça vous dérange. Tu sais, si vous êtes capable d'accepter, genre que ce genre de propos-là, tu sais, dans ce contexte-là, je pense qu'il faudrait que. Tu sais, c'est vraiment intéressant à lire parce que justement, c'est peut-être. Alors, je sais pas comment le dire, mais c'est comme beaucoup de stéréotypes mis ensemble, puis là, tu te dis, oh my god, ça peut mener là, tu sais, mais en même temps, c'est plus fort que les stéréotypes. Genre, l'histoire est juste plus forte que les personnages, je sais pas comment dire. Puis en tout cas, tout ça se passe dans une espèce de petite ville en banlieue de Québec, je crois. Genre, ça a l'air de se passer en Beauce, ce qui aurait du sens parce que c'est de là que Fabien Cloutier vient. Je sais pas, là, si vous venez d'une petite ville aussi, ça peut être intéressant de voir les... Juste pour l'ambiance, là, tu sais... l'espèce de tout le monde connaît tout le monde, puis tout se passe au centre d'achat, là. Ça, c'est... Il y a quelque chose de qu'on peut connecter. Mais en tout cas, je sais pas comment le dire, mais c'est bon. Pour moi, c'est comme un 4.5. J'aimerais vraiment ça que quelqu'un l'ait lu puis m'en reparle pour avoir comme peut-être des mots sur mon ressenti, parce qu'on dirait que j'ai comme... C'est ça, j'ai plus de ressenti que d'opinion sur ce livre-là, sur cette BD-là, en fait. Puis j'aimerais ça pouvoir avoir une discussion là-dessus. Mais en tout cas, lisez-le, OK? S'il vous plaît, là, pourquoi pas que je sois toute seule dans mon malaise. Pour les 2 prochaines BD que j'ai lues, je les ai prises dans cette intégrale-là qui est écrite par Benoît Peters et François Schoeten. Il y a 4 intégrales comme ça sur la série des Cités obscures. Puis ça, c'est le premier volume. Mais je l'ai pas lu au complet parce que, ben, c'était peut-être moins mon genre. Dans le fond, Les Cités obscures, c'est une espèce de BD futuriste sur l'architecture, la science-fiction. C'est un peu ça l'univers. Je peux pas trop le décrire là, parce que ça part dans tous les sens un peu. Mais je vais vous parler des 2 BD que j'ai lues dans ce recueil-là. Je l'ai lu parce que j'ai participé pour le défi du Serpent et l'échelle. Il fallait que je lise un auteur né en Belgique, fait que François Schoeten, lui, est né en Belgique. C'est ça, j'ai lu, il fallait lire l'équivalent de 200 pages, fait que je me suis rendue là, puis après ça, je n'en avais assez. J'avais pas envie de terminer l'univers, parce que c'est assez lourd, puis même le contenant, là, est assez lourd. Comme j'ai fait de la misère à le lire, ben, moi, je lis beaucoup dans mon bain, là, fait que c'était comme tellement lourd, là, j'avais mal au bras. Bref, la première BD que j'ai lue là-dedans, c'est Les Murailles de Samaris. On suit un personnage principal dont j'ai oublié le nom, comme d'habitude. Ce personnage-là est comme mandaté d'aller voir c'est quoi les fameuses murailles de Samaris. Donc, il va quitter son lieu de départ, qui est pas important dans cette BD-là. C'est la première BD de l'univers. Ils sont dans l'ordre chronologique, puis c'est pour ça qu'ils ont fait des intégrales, c'est parce qu'ils ont publié des affaires pas en ordre chronologique, puis vraiment, ce qui est intéressant aussi de l'univers, c'est que c'est pas que de la BD. Des fois, il y a des chansons, il y a des poèmes, il y a comme... Tout va dans le même univers, mais c'est pas exclusivement de la BD. Mais moi, j'ai lu les BD. Donc, Muraille de Samaris, là, c'est ça. Le personnage s'en va voir c'est quoi, puis... quand il arrive là, c'est très bizarre. Les gens semblent tout un peu faux. Tout a l'air un peu d'être un artifice. Puis il comprend pas trop dans quoi qu'il vient d'atterrir. Tu sais, il a l'impression d'être comme un peu dans un décor de télé. Fait que c'est ça, il va explorer ce décor-là, cet environnement-là, la ville. Puis c'est vraiment intéressant justement au point de vue architectural parce que...
c'est supposé être de l'architecture du futur. Fait qu'il y a comme des affaires on voit pas souvent. C'était intéressant pour ça. Mais pour moi, c'est comme 2 sur 5. À part pour ce qui est des images, l'histoire m'a pas tant intéressée. Puis, je sais pas si vous voyez, c'est comme un peu dans la même palette de couleurs tout le temps, mais aussi les bulles d'écriture sont en bleu ou en jaune, tu sais, sont dans la palette. Ils ressortent pas vraiment de l'image. Puis c'est écrit vraiment petit. Fait que je sais pas, comme... C'est rushant à lire. Puis en plus que c'est lourd, là, fallait que je le tienne genre comme ça pour essayer de comprendre qu'est-ce que je devais... qu'est-ce qui se passait. Fait que bref, on dirait que mon expérience était pas optimale. J'ai pas trippé, vraiment. Fait que c'est ça, c'est 2 sur 5. L'autre que j'ai lu, celle-là, je l'ai un peu plus aimée, c'est La fièvre d'Urbicande, qui est une autre ville dans une autre cité obscure dans cet univers-là. Puis, ça commence et il y a un cube, comme ça, de bois, qui est mis sur... celle-là est en noir et blanc, qui est mis sur le bureau. Puis là, c'est ça, il parle de l'avenir de la cité, comment ça va se développer et tout. Ça se passe, on suit l'architecte de la place, qui a comme fait le design de toute la ville. Puis, c'est ça, il y a le cube en bois, puis quand il revient quelques heures plus tard, le cube a grandi. Mais il s'est comme allongé. Fait que là, il est comme, qu'est-ce qui se passe avec mon cube de bois? C'est pas supposé faire ça. Et là, il invite des gens à venir voir, mais les gens, ils font comme, ben oui, là, si tu l'avais pas remarqué qu'il était comme ça, là, il a pas grandi, là, ça se peut pas. Et là, quelques heures passent et il l'a doublé. Et là, ça continue comme ça et c'est exponentiel. Puis, c'est ça un peu la fièvre, c'est que ce cube va envahir la ville comme s'il y avait un message à porter. Puis ça va vraiment, les gens vont, tu sais, puis il grandit de façon symétrique. Fait il fait pas juste comme s'allonger, mais il s'épaissit aussi. Fait que ce qui était un petit cube de bois, à la fin, va devenir des poutres où les gens peuvent circuler, là. Vraiment, ça va devenir comme un réseau où les gens circulent, là, comme le métro. Fait que c'est vraiment gros. Puis pour ça, j'ai tellement trouvé ça fascinant. Moi, vous savez, là, je lis pas vraiment de science-fiction, puis c'est difficile de m'accrocher avec ce genre de scénario-là, mais ça, je sais pas pourquoi, mais ça m'a vraiment interpellée. J'ai trouvé ça vraiment intelligent, puis j'avais comme vraiment envie de savoir qu'est-ce qui se passait avec le foutu cube, là. Je voulais savoir. Puis aussi, tu sais, il y a d'autres intrigues qui s'ajoutent, là, parce qu'ils essayent de trouver une façon de gérer le cube, mais avec des gens. Fait qu'en tout cas, il y a comme des conflits, des rencontres et tout. Mais pour moi, ça, je vous recommanderais de le lire, La fièvre d'Urbicande, si vous voulez vous initier un peu à l'univers des cités obscures. Parce que j'ai vraiment préféré cette BD-là à l'autre. Puis c'est pour moi un 3.5 sur 5. Au mois de janvier, j'ai lu 5 BD. Je me suis trompée, j'en avais oublié une parce que mon chum est en train de la lire parce que je l'ai fortement recommandée. Donc, c'est Hiver nucléaire, le tome 1 de Cab et c'est publié chez Front Froid. Front Froid. Donc, c'est une BD de science-fiction, encore une fois. Je sais pas, il y a un mood là. En plus, c'est ça, je l'ai loué à la bibliothèque puis il est autographié. C'est quand même nice. Ça arrive jamais, là. Il y a une centrale nucléaire qui a été construite à Montréal, puis il y a eu un problème. Il y a eu comme une explosion, je sais pas trop, et depuis ce temps-là, Montréal est plongé dans un hiver perpétuel qui ne s'en va jamais. Et l'histoire commence le 24 juin, si vous êtes français puis vous savez pas que le 24 juin, c'est la fête nationale au Québec, ben, c'est ça, c'est une date importante. C'est significatif pour nous. Puis, notre protagoniste, qui est Flavie, d'ailleurs, je trouve ça cool parce que Flavie est vraiment badass, puis c'est un personnage gros, c'est rare, fait que cool. Fait que Flavie, elle fait des livraisons en motoneige, OK? Puis, il y a pas beaucoup de monde qui veut faire ça, mais elle, c'est quelque chose qu'elle aime, fait qu'elle parcourt la ville de Montréal en motoneige pour aller livrer des choses, puis elle va aboutir dans un genre de party. Ça fait drôle de dire ça quand ça fait comme 1 an qu'on n'a pas eu de party, là. Mais dans le fond, c'est ça, la personne, elle avait demandé des bagels de Saint-Viateur, qui est un commerce de bagels à Montréal, puis
lorsqu'elle arrive pour les livrer, c'est pas la bonne sorte. Fait qu'elle doit retourner dans la tempête, mais c'est ça, c'est qu'il y a une grosse tempête qui s'annonce. Puis, ce qu'il faut faire attention, c'est que c'est nucléaire. Fait qu'ils peuvent pas rester longtemps à l'extérieur, même s'il fait froid, puis il neige. C'est pas ça, le danger, c'est les radiations. Fait que c'est ça, il y a comme... elle va devoir affronter à nouveau la tempête. Puis, ce que je trouve le fun, c'est comme l'univers montréalais qui est... Tu sais, mettons, ça c'est les animaux. Ben, le goéland bicéphale, ben, c'est qu'il y a 2 têtes. Le raton polaire, ben, il y a comme des pattes d'oiseau. Les yeux verts, tu sais, l'écureuil gris. L'écureuil géant d'Outremont, ben, il est comme... C'est ça, il est énorme parce que... à cause de la radiation. Puis, c'est ça, la radiation leur donne des pouvoirs qui ont de la difficulté à contrôler parce que c'est ça, ça a comme modifié leur ADN, là, le fait qu'ils vivent vraiment dans un endroit qui est dangereux, là, qui a beaucoup de radiation chimique. Fait que, en tout cas, c'est un peu ça pour l'univers, le résumé. Je sais pas trop quoi dire de plus. Mais l'histoire, c'est qu'elle va devoir faire sa foutue livraison en pleine tempête, mais elle sera pas seule. Puis elle va devoir affronter des genres de mutants. C'est ça. C'est ça l'histoire. C'est vraiment bon. C'est très drôle. J'ai adoré les illustrations de Cab. Je sais pas si on voit un peu. Cab, c'est aussi la personne qui fait les illustrations de L'Esprit du camp que j'ai lu cet été, que j'ai vraiment aimé. Fait que je vais lire la suite, c'est sûr, au mois de février. Là, je l'ai déjà réservé à la bibliothèque. Je vais lire le tome 2 et 3, puis mon chum, il l'a commencé, puis il l'aime vraiment. C'est pas un grand lecteur, puis c'est ça, il trouve ça très intéressant à suivre. Fait que je pense que c'est une BD vraiment accessible si jamais ça vous intéresse. C'est tout petit, fait que je vous recommande peut-être de le lire, de l'emprunter, parce que ça doit être au moins 20$ chaque BD. Il y a 3 tomes, fait que c'est ça. Puis pour Hiver nucléaire, pour moi, c'est un 4.5 sur 5. On va passer maintenant à la section roman. J'en ai pas lu tant que ça en janvier, je sais pas, j'avais l'esprit plus pour des images, j'avais moins envie de lire des mots, puis des chapitres pis tout, mais en tout cas, j'en ai quand même lu 3, fait que je vais vous parler de ces 3-là. Le premier, qui était ma première lecture de l'année, c'est Ténèbres de Paul Kauschak. Depuis le temps que je le nomme sur ma chaîne, j'aurais dû checker comment faut le dire. C'est publié chez La Peuplade et c'était aussi nominé au rendez-vous du premier roman. Là, parenthèse, là, je suis un petit peu tannée de lire le rendez-vous du premier roman. Il m'en reste 3, là. Mais il y a Madame, là, ici, Méconnaissable, puis il me reste Boîte d'allumettes. Méconnaissable, j'ai vraiment envie de le lire. Les 2 autres, un peu moins. Fait que je sais pas. Je vais y aller au gré de mes envies. Peut-être ça va déborder, puis je les lirai pas toutes en février. Je sais pas. Mais tu sais, ça a été des belles découvertes, mais je suis juste genre tannée d'avoir cette tâche-là dans ma liste. Là. C'est comme ça que je me sens par rapport à la lecture du rendez-vous du premier roman. J'ai l'impression que c'est une tâche. Fait que c'est moins intéressant. Bref, revenons à Ténèbres. C'est l'histoire de... C'est quoi son nom? Pierre Claise. Moi, je le disais Pierre Claise quand je le lisais. Dans ma tête. En tout cas, Pierre Claise. En tout cas, lui, là, c'est un arpenteur. Il s'en va au Congo en 1850, genre. 1890. OK, il s'en va au Congo pour délimiter la frontière du Congo. C'est un Belge, donc le Congo, à ce moment-là, fait encore partie, en fait, est colonisé et occupé par les Belges. Fait qu'il est comme en mission politique. Mais une fois arrivé au Congo, il se rend compte un peu de l'horreur de la colonisation. Il y a comme des images assez traumatisantes aussi. Dès qu'il arrive, là, dès son arrivée, il y a comme du sang, des batailles, des gens meurent. C'est comme très intense. Il va faire la rencontre aussi de je suis tellement pourrie avec les noms de personnages. Shi Xiao, je pense que c'est comme ça qu'on le dit, là, mais je vais l'écrire. C'est un tatoueur chinois qui est aussi un bourreau. Parce que c'est comme une technique de tatou qui permet de faire saigner la personne, genre, de l'intérieur. C'est ce que j'ai cru comprendre. Puis en tout cas, il y a comme une espèce de relation d'amour qui s'installe entre les 2 gars, mais pas clair.
Puis c'est un peu leur aventure au Congo, mais en même temps, on suit aussi l'histoire d'un autre monsieur, que j'ai oublié le nom. Hey, je l'ai lu au début du mois, hein, fait que c'est plus difficile. Ah oui, Van der Dorp. Van der Dorp, je sais pas comment on dit. Mais lui, ce monsieur-là, c'est son nom de famille, c'est comme un médecin, puis on comprend que c'est comme le père adoptif de Pierre Claise, mais leurs destins vont se recroiser au Congo, mais ils ont été séparés pendant longtemps, mais ces deux histoires-là, sont comme... On fait des allers-retours avec le passé de Van der Dorp et le présent de Pierre Claise, mais comme le passé affecte le présent, fait qu'en tout cas, c'est quand même intéressant à suivre. C'est un livre qui m'a fascinée pendant que je lisais. Mais dès que je le reposais, je n'avais pas envie de le réouvrir. Puis ça, je trouve que c'est un problème quand la motivation à lire est pas à son maximum, parce que tu as besoin de livres, justement, que tu veux savoir ce qui se passe. Puis, je dois dire que c'est quand même quelque chose de lourd, là, ce qui se passe là-dedans. On parle de colonisation, de meurtre, de racisme, d'homophobie. Comme, c'est lourd, là. C'est super bon, mais c'est comme... Faut que tu sois dans un mood où ça passe, ça, là. Fait que, en tout cas, j'ai aimé ça. J'étais peut-être pas dans le mood optimal pour le lire. Est-ce qu'un jour je serais dans le mood optimal pour lire ça? Je le pense pas, parce que je pense que ce qui, tu sais, c'est lourd, peu importe ton mood. Une chose que j'ai moyen aimé, c'est le format, tu sais, c'est beaucoup des longs textes, tu sais, des grosses affaires, je sais pas, le coller de même, là. Ça, c'est un bon exemple. En ce moment, là, ça me décourage de tourner une page puis de voir que c'est plein comme ça, là, je suis comme ouf, c'est beaucoup. Je sais pas. Mais j'ai aimé, je le recommande. C'est pas pour tout le monde, puis c'est pas pour tous les moods. Mais je pense que c'est intéressant à lire, puis c'est vraiment pas une réalité qui nous est enseignée. La colonisation du Congo, je pense qu'on n'en parle pas, puis pourtant, il y aurait vraiment des parallèles à faire avec le Québec. Fait que je comprends pourquoi c'est nominé, je comprends pourquoi il y a beaucoup de monde qui lui donne... Tu sais, je comprends la hype autour de ce livre-là, mais pour moi, ça a été comme un 3,75 sur 5. Ensuite, le prochain livre que j'ai lu, je l'ai lu pour le Woman Up Challenge. J'avais comme pas mal d'options dans ma pile à lire, puis j'étais allée vers celui qui ça me tentait le plus de lire à ce moment-là. Et c'est Terminal Grand Nord de Isabelle Lafortune, publié chez les éditions XYZ. Dans Terminal Grand Nord, ça commence et il y a deux jeunes filles autochtones qui sont retrouvées mortes sur le bord de la route à Shefferville. Shefferville, c'est une ville vraiment au nord du Québec. Là. C'est une ville minière comme... C'est comme à 3-4 heures de cette île, puis cette île, c'est déjà, mettons, à 12 heures de Montréal. Là, peut-être, j'ai pas les bons chiffres, là, mais c'est très, très loin. C'est pas tout le monde, c'est très reculé, très sauvage comme région. Tu sais, la population qui vit là, c'est principalement des Autochtones et des employés des mines. Et les gens qui ont décidé de s'établir parce qu'il y avait de la famille qui travaillait dans les mines, puis finalement, tu sais, c'est leur chez eux, mais c'est pas une très grande population. Là, va débarquer un agent de Montréal pour enquêter sur ce meurtre-là. Pourquoi c'est lui qui débarque? Parce qu'il y a probablement... parce que c'est complexe, que ça fait quelques fois, puis on pense qu'il y aurait peut-être un lien avec un projet politique, que tu sais, ces filles-là auraient pu être liées à quelqu'un qui a un apport dans le projet de développement de cette région-là, d'un projet politique. Fait qu'on va demander à quelqu'un plus haut, de plus haut placé dans la police pour venir enquêter. Ce gars-là va demander à son ami qui a déjà habité dans cette ville-là, qui est un auteur, Émile Morin, de venir avec lui à Shefferville parce que ça pourrait l'aider, parce que lui, il connaît déjà des gens de la place. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il est parti en mauvais termes il y a comme une dizaine d'années. Ce qui est weird dans ce livre-là, c'est que quand on parle... c'est que c'est souvent en narrateur omniscient, sauf quand c'est le point de vue de l'auteur, Émile Morin, que là, c'est écrit au jeu. Sauf que... je m'en fous de Émile Morin. Genre, je suis comme... il apporte pas grand-chose à l'histoire, puis je comprends pas pourquoi lui, c'est écrit au jeu. Il y aurait des personnages que j'aurais vraiment plus aimé avoir leur perspective, parce que Émile puis l'enquêteur, c'est des amis, ils sont tout le temps ensemble, tout se passe... tu sais, ils vivent les mêmes journées, là, sont ensemble. Fait que j'aurais préféré avoir, mettons, ce point de vue-là,
plus, mettons, ceux qui se font rechercher, plus ceux qui ont un témoin, ou tu sais, comme... J'aurais trouvé que ça aurait été plus pertinent que d'avoir l'enquêteur, son ami, puis les faits, là, tu sais, c'est comme... Je sais pas, pour moi, c'était bizarre. Puis, c'est comme... Isabelle Lafortune, ça dit dans sa bio qu'elle a déjà habité... Son premier séjour à Shefferville, qu'elle savait qu'un jour, elle écrirait un roman se déroulant dans cette ville nordique. Est-ce qu'un séjour... C'est combien de temps un séjour? Elle a-tu habité là ou elle est allée 2 semaines? C'est ça que je me demande. Parce que ça avait l'air des fois de... comme... des... je sais pas comment dire ça. Tu sais, quand tu lis une traduction là, de quelque chose, c'est quelqu'un qui connaît pas totalement toutes les subtilités de l'écriture puis de la réalité, puis qui pense que ça, c'est une bonne idée, genre on va comprendre en général ce qu'elle veut dire. Ben des fois, j'avais l'impression que c'était ça, mais c'est pas une traduction, là, c'est écrit en français à la base. Puis il y avait la réalité des Autochtones qui était vraiment, vraiment weird, là, tu sais. Je me rappellerai toujours, je pense, d'un passage où la mère... Parce que là, on est comme dans le passé des 2 personnes qui sont mortes. Là, c'est comme un souvenir, puis la mère, elle leur dit « Allez, hop, les filles, vous allez être en retard pour l'école! » Puis je suis comme... Je sais pas si c'est mes stéréotypes à moi, mon biais, mais j'ai vraiment de la misère à m'imaginer la mère autochtone dire à ses filles « Allez, hop! » Puis aussi, comme ça fait partie des difficultés des communautés autochtones, l'école, la structure qui est pas du tout celle que eux auraient choisi ou ce serait... Tu sais, c'est pas comme ça qu'ils se seraient organisés. Fait que de forcer des communautés à se fondre dans le moule de l'école traditionnelle, ça crée beaucoup de conflits. Fait que là, de voir comme une mère faire « Allez hop, vous allez être en retard! » Puis c'est comme... Ben oui, mais... Je sais pas si vous voyez, ça clash, là, pour moi, genre, comme... C'est justement un problème, le fait qu'il y ait un horaire aussi rigide, l'école, tu sais. C'est un problème du taux d'absentéisme dans les communautés autochtone. Fait que, je sais pas, il y a comme vraiment beaucoup de choses que j'étais pas down avec ce que je lisais. J'avais de l'intérêt pour ma lecture, mais je vous jure, le rendu à peu près 75%, j'étais encore en je l'aime-tu ou je l'aime pas, le livre. Puis avec la fin, puis j'étais comme... C'est un livre là, qui se termine, tu fais... Fait que tout ça pour ça. C'était ça le punch. Ah... Comme ça m'a fait que non, je l'aime pas. Mais tu sais, 75% du temps, j'étais comme. Ben, tu sais, à 75% du livre, je me demandais si j'aimais ça. Fait que, tu sais, il y avait quand même des affaires qui me plaisaient, mais j'ai pas tant aimé. C'est comme un 1.5 pour moi. Mais ce que j'ai aimé, par exemple, c'est que ça se passe dans une ville nordique au Québec. Ça m'a fait voyager. J'ai vraiment trouvé ça le fun. Puis j'ai trouvé que certains personnages étaient intéressants à suivre, mais pourquoi autant de gars? Je me le demande. C'est-tu nécessaire que tous les personnages soient des gars? Surtout que c'est écrit par une fille. Peux-tu en avoir un ou deux des personnages féminins forts? Tu sais, pas juste les 2 filles mortes puis la pute du village, là, désolée pour le mot, là, mais tu sais, c'est comme... J'aurais trouvé ça le fun d'avoir un personnage féminin fort. Ben, il y a la ministre aussi, mais elle capote, elle est dépeinte comme quelqu'un qui n'est pas en contrôle d'elle-même, puis qui tout le monde rit d'elle. Fait que, pour moi, c'est pas un personnage féminin fort. Fait que c'est juste dommage. Je trouve que c'est comme une opportunité manquée d'avoir fait des personnes... Tu sais, ça aurait pu être une enquêtrice. Pourquoi il y a son foutu collègue auteur qui apporte rien à l'histoire? Pourquoi c'est pas une fille? Tu sais, comme... En plus, là, ça se termine... Et on dirait que j'ai des choses à dire, hein. Mais quand ça se termine, là, on sait toujours pas pourquoi il est parti en mauvais termes, là. Tu sais, son histoire à lui, là, elle est pas finie. Fait que là, est-ce qu'il va y avoir une suite? Parce que sérieux, j'ai pas d'intérêt. Genre comme... Mais en tout cas... Si vous avez envie, lisez-le. Mais je pense qu'il y a vraiment des meilleurs romans policiers sur le marché que celui-là. Le dernier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est un livre que j'ai lu pour le défi Serpent et Échelle. Il fallait que je lise un livre avec le titre écrit en bleu. Donc, j'ai choisi Lorsque j'étais une œuvre d'art d'Éric Emmanuel Schmitt, publié chez Le Livre de Poche.
C'était un livre qui m'avait été recommandé par deux très bonnes amies qui m'avaient dit que c'était un de leurs livres préférés, puis qu'ils avaient dû le lire à l'école, mais comme ça avait été une lecture obligatoire qu'ils avaient vraiment dévoré, fait que ça m'a intriguée parce que normalement, lecture obligatoire et dévorée, ça va pas vraiment ensemble. Mais ils me l'ont passé il y a plusieurs mois, puis j'avais pas eu vraiment d'intérêt à le lire avant ça. Puis comme là, j'avais pas vraiment le choix si je voulais avancer dans le jeu, j'ai dit, ça va être le moment de le lire. Puis j'ai vraiment bien fait parce que c'était une très belle découverte. On va suivre l'histoire d'un homme qui a l'intention de se suicider. Ça commence, puis il est sur le bord de la falaise, prêt à sauter. Mais arrive un espèce d'hurluberlu qui s'appelle Zeus Peter. Et son nom de famille, c'est Lama. Ça, je vais pas le juger parce que moi aussi, j'ai Lama dans mon nom de famille. Mais c'est ça. Zeus Peter Lama, c'est un artiste, un sculpteur. Il a une très grande réputation et il lui dit « Hey! Tu devrais pas te suicider. Moi, j'ai une meilleure idée pour toi. On va faker ta... » Ben, il dit pas ça d'un coup, là. Il va en douceur, mais au final, ce qu'il dit, c'est « J'ai une meilleure idée pour toi. On va faire comme si tu étais mort. » Parce que, dans le fond, c'est un peu ce que tu souhaites. Tu souhaites voir les gens réagir à ton existence parce que tu as l'impression que tout le monde se fout de toi. Mais moi, je vais te rendre digne d'intérêt. Je vais te transformer en œuvre d'art. Puis lui, il est comme, j'ai rien à perdre. Rendu là, moi, j'aimerais mieux mourir, fait que pourquoi pas, on pourrait essayer ça. Fait que il va un peu renoncer à son humanité, à tout, genre ses droits. Il va organiser ses funérailles, il va voir ses frères, puis ses frères, c'est des mannequins, puis ils sont tellement prisés pour leur beauté. Il va voir ses parents et tout à ses funérailles, être triste. Et ensuite, il va subir une très grande opération qui va le transformer. Puis une chose que j'ai aimée, c'est qu'on n'a jamais de description de ce qu'il a l'air. Fait que c'est vraiment juste notre imagination. Puis même des fois, les phrases, c'est comme j'essayais d'avancer, mais avec ses... Enfin, passons. Je n'étais pas capable. Fait que là, c'est comme l'espèce de suspension. T'es comme, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a à la place des pieds? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais c'est ça, ils le transforment carrément en quelque chose qui ressemble pas vraiment à un humain. Mais la folie de cette œuvre d'art, puis pourquoi Zeus Peter Lama pourrait avoir la reconnaissance de la célébrité grâce à cette œuvre-là, c'est que c'est un humain. Fait qu'il bouge, il mange, il dort, il respire. Mais il veut pas vraiment qu'il parle parce que ça, c'est un peu bizarre. Une statue qui parle, ça freak là, trop le monde. Puis aussi, ça, tu sais, est-ce que ça voudrait dire qu'il a conscience de ce qui se passe? Fait qu'évidemment, il a conscience de ce qui se passe. Éventuellement, dans l'histoire, peut-être que cet homme, qui a maintenant le nom de Adam, ne sera pas si intéressé par l'idée. Il va se rendre compte que, il perd beaucoup, puis c'est peut-être pas si pire, tu sais, la dépression finit par partir, puis c'est comme... j'ai peut-être plus envie d'être une œuvre d'art, j'ai peut-être envie de tomber en amour, puis de vivre ma vie, puis de faire autre chose, fait que c'est ça. Je vais vous laisser là, sinon je vais toute la raconter, l'histoire, mais ça m'a tellement intriguée. Ça, c'est un livre que j'avais le goût de reprendre. J'avais envie de savoir ce qui se passait. Puis ça m'a tellement posé des questions éthiques aussi sur qu'est-ce qu'un humain, jusqu'à quel point on peut aller dans l'art, dans l'instrumentalisation des gens, parce que, tu sais, il y a aussi une grosse réflexion sur la performance. Donc, là, si vous êtes en art, je sais pas si je l'explique, là, mais, tu sais, les performances artistiques, parfois, il y a des affaires que c'est assez douteux ou ça te remet en question sur fait que c'est-tu de l'art, ça? C'est-tu quelque chose de qu'on veut voir? Genre, c'est-tu est-ce que c'est créatif, ça, ou c'est juste essayer de repousser une limite? Tu sais, il y a comme beaucoup, puis je dis j'ai peut-être l'air de juger en ce moment, mais genre je juge pas, là, c'est juste des questions des fois que je me pose devant certaines œuvres, puis je suis vraiment comme mais j'aime-tu ça? Puis c'est-tu pertinent? Puis ça se qualifie-tu d'art, ça, en ce moment? Je sais pas. Puis le livre m'a fait aussi avoir ce questionnement-là, puis c'est le fun parce que on le vivait un peu de l'intérieur. Tu sais, quelqu'un qui est l'œuvre. Je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Fait qu'en tout cas, je le recommande. Pour moi, c'est un méga coup de cœur. C'est un 5 étoiles. J'ai tripé sur ce livre-là. Puis il me semble que les filles me l'ont donné, mais
Je vais vérifier avec elle, mais j'aimerais vraiment l'avoir dans ma bibliothèque. C'est déjà tout. Ben là, déjà, je trouve que ça fait un méchant bout que je parle, mais c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Dites-moi dans les commentaires le livre qui vous a marqué pendant le mois de janvier 2021. Si, en plus, c'est dans le sens de ce que je vous ai parlé aujourd'hui, je suis encore plus intéressée à le lire. Et n'hésitez pas à liker et à commenter ma vidéo. Et sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie. Et on se revoit très bientôt. Bye!